Bonjour, je suis Cyrine Khiari. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'Entity Framework version 5.0 et spécialement l'approche Code First. Donc, pour commencer, on va parler un peu de DB Context. En fait, c'est quoi le DB Context? C'est une API fournissant un environnement productif pour travailler avec Entity Framework. Donc, bien sûr, avec le DB Context, on peut travailler avec toutes les approches. Donc, nous savons qu'il y a le database first. Le database first, ça veut dire qu'on a déjà une base existante et à partir de cette base, on va générer notre modèle, bien sûr, via un designer graphique. Le modèle first, c'est l'inverse. Ça veut dire on n'a pas encore créé notre base et via le modèle, on va générer la base. Et le code first, c'est l'approche qu'on a vue à partir de la version 4.1. Donc, c'est double sens. Donc, à partir de la base, on peut générer notre modèle ou bien l'inverse. Et on va éliminer le designer graphique avec l'approche code first. Ça veut dire directement, à partir de nos classes, on peut générer la base. Donc, l'Entity Framework a deux contextes, effectivement. Avant la version 4.1, on travaillait avec l'Object Context. Avec la version 4.1, on a eu un nouveau contexte, c'est le DB Context. En fait, c'est un contexte léger, c'est un contexte light. Voilà. Donc, avec le code first, on peut utiliser soit le Object Context, soit le DB Context. Mais il est recommandé d'utiliser le DB Context. Donc, le code first, donc l'utilisation des conventions avec l'approche code first ne nécessite pas des annotations explicites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec le code first, on favorise le principe convention over configuration. Ça veut dire le code first, il introduit des règles. Si nous suivons ces règles, on n'a pas besoin de configurer quoi que ce soit. Donc, un exemple de convention, par exemple, l'Entity Framework, il existe une clé par classe. Donc, dans la convention de code first, si le code first trouve une propriété nommée ID, donc directement, il va déduire que c'est notre clé. Voilà. Ou bien le nom de la classe ID, concaténé par ID. Donc, il est suffisamment intelligent pour comprendre que c'est notre clé. Donc, si on veut changer le nom de propriété, on n'utilise plus ID, c'est là on doit configurer. Donc, on doit redéfinir la convention. OK? Donc, ici, on va parler un peu des trois approches. Comme on a dit tout à l'heure, donc, il y a trois approches. Nous remarquons que lorsqu'on va créer une nouvelle database, une nouvelle base de données, on peut choisir entre le model first ou bien le code first. Donc, la différence que c'est avec le model first, on va créer notre EDMX, donc notre designer graphique. Donc, les POCO, les entités, ils sont générés par ce EDMX, mais avec le code first, on va définir nos propres classes, nos propres mappings. Donc, voilà. Avec une base existante de même, on va utiliser soit le database first, aussi il se base sur un EDMX, donc, soit avec le code first, donc comme d'habitude, on va travailler avec les classes, les mappings, et là on peut utiliser un outil de reverse engineering. Ça veut dire, à partir d'une base, automatiquement il peut générer les classes. Et cet outil dans Visual Studio 2012, il est intégré dans l'IDE. Donc, on ne va pas trop tarder sur les notions théoriques. On va commencer directement notre code. Donc, là, la première chose, on va créer une solution appelée Code First qui comporte un projet bibliothèque, Class Library, qu'on va l'appeler DAL, Data Access Layer, et un projet console GUI, Graphic User Interface. Et comme vous voyez, dans DAL, on a trois classes, blog, contexte et post. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant.
Donc, on a ouvert Visual Studio. Donc, nous allons créer un projet. Donc, nous allons créer un projet Windows. On va travailler avec le C#. Donc, on va commencer par une application console pour le test. On va l'appeler GUI. Voilà, le nom de la solution, il va être Code First. Donc, en fait, la différence entre nom et nom de solution, c'est que la solution, elle comporte plusieurs projets. Donc, on a créé notre premier projet qui s'appelle GUI. Donc, moi, déjà, j'ai une solution qui s'appelle Code First. Donc, je vais ajouter Final. OK. Voilà. Donc, nous allons ajouter la deuxième solution. Donc, bouton droit sur solution, sur notre solution. Et ajouter nouveau projet. Cette fois-ci, on ne va pas choisir un exécutable, mais plutôt une bibliothèque de classe. Donc, on va l'appeler DAL, Data Access Layer. Voilà. Donc, maintenant, on va ajouter nos 3 classes. Donc, on va effacer ça. On n'a pas besoin. Donc, bouton droit sur DAL, ajouter classe. Ici, on va ajouter notre classe post. Donc, toujours, les classes doivent être publiques pour qu'on peut les voir dans d'autres namespaces. Donc, notre deuxième classe blog. Et on va terminer blog, voilà. Et à la fin, notre classe contexte. Donc, public aussi. Et à la fin, ajouter classe contexte. Voilà. Donc, si on veut être un peu plus organisé, on peut créer un folder ici, un répertoire. Donc, ajouter, donc, nouveau dossier. On va l'appeler Entities. Et on peut mettre nos classes dans ce dossier pour mieux organiser notre travail. Oups. Voilà. C'est bon. Donc, la prochaine étape. Donc, on va ajouter ces deux références aux deux projets. Tout d'abord, on va ajouter system.data.entity. Ensuite, on va utiliser le NuGet pour ajouter le package Entity Framework. Voilà. Donc c'est bon. Il enregistre. Donc nous allons ajouter nos... Attends. Donc nous allons ajouter nos références. Donc voilà, bouton droit. Ajouter une référence. Donc on va pointer sur Assemblies. Ici on va chercher system.data.entity. Voilà, on doit cocher ça. OK. De même pour notre GUI, on remarque que la référence a été ajoutée. Voilà. Donc, de même ici pour notre GUI.
Donc, ajouter une référence. Framework system.data.entity de même. Donc, on doit ajouter aussi Entity Framework. Donc, on va faire ça via NuGet. Donc, bouton droit ici. Gérer les packages NuGet. Donc, normalement, on doit être bien sûr connecté pour pouvoir accéder au package NuGet. Donc, nous attendons bien sûr l'affichage des différents packages. Voilà. Nous installons ça, Entity Framework. Donc, j'accepte. Donc, il va installer la dernière version. Pour nous, c'est 5.0. Donc, fermer de même. La même chose ici, bouton droit, gérer les packages NuGet. Installer. Bon, c'est bon. Donc, voilà. Donc, la prochaine étape, c'est quoi en fait? Normalement, la prochaine étape, voilà, c'est de créer bien sûr, nos propriétés dans la classe post. Donc, ici, nous avons 4 propriétés. ID, title, content and publish it. OK? Donc, maintenant, on va faire ça. Donc, il suffit de faire prop, double-clic sur tab et ça va, voilà. Donc, la propriété, elle est générée. Donc, voilà notre classe. Donc, ici, apparemment, on s'est trompé de la classe. Normalement, c'est dans la classe post, pas dans la classe contexte. C'est dans la classe post. Voilà, dans la classe post. Ok. Donc, la prochaine étape, c'est notre classe blog. Voilà. Donc, dans notre classe blog, on a aussi 3 propriétés et une propriété de navigation. Donc, ici, on remarque que dans la classe post, on a une liste. Dans la classe blog, on a une liste de posts. Vous voyez là? Donc, ici, dans le constructeur, qu'est-ce qu'on a fait? On a instancié notre propriété posts. Bien sûr, ici, c'est la déclaration. Donc, ça suffit pas de faire la déclaration, mais aussi, on doit instancier l'objet pour qu'il soit créé dans le tas. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez le mot-clé virtual. En fait, qu'est-ce que ça veut dire virtual? Qu'est-ce qu'il fait là? Donc, tout simplement, si vous connaissez le lazy loading, le eager loading et tout ça. Donc, juste un petit résumé pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire virtual. En fait, si on a deux classes connexes, par exemple blog et post. Donc, si on charge blog, est-ce que les posts seront chargés automatiquement? Donc, là, donc voilà. Si on a deux classes connexes, donc si on charge blog, donc si toutes les posts sont chargées, c'est le eager loading. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on a un seul aller-retour à la base. Ça veut dire toutes les données sont chargées la première fois. Donc là, l'avantage c'est quoi? C'est qu'on a minimisé les allers et le retour à la base. Mais l'inconvénient, qu'on a chargé notre mémoire RAM. Donc il faut éviter ça. Si on a, bien sûr, on a plusieurs données. Donc, le contraire, c'est le lazy loading. Le lazy loading, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, chaque fois j'ai besoin de charger un bloc, je charge avec lui ses posts. Donc, ici, c'est le contraire. On a plusieurs allers-retours à la base, mais notre mémoire n'est pas trop chargée. Donc, pour activer ce lazy loading, il suffit d'utiliser le mot-clé virtual. Voilà, donc devant les propriétés de navigation, on met le mot-clé virtual. Donc voilà, maintenant on va écrire ça bien sûr dans notre classe. Donc, comme d'habitude. Donc on pointe sur notre classe blog, comme tout à l'heure, prop, double tap,
ainsi de suite, et on écrit ça. Donc voilà, on a terminé l'écriture de notre classe, donc on va continuer. Donc la prochaine étape, normalement, ce qui reste, c'est notre classe contexte. Voilà. Donc on va créer une classe contexte qui dérive de la classe DB contexte. Donc en fait, cette classe, elle va se comporter de la même façon que Object Context. Donc, dans cette classe, voilà, donc c'est à l'instar de le database first et le model first, on va créer notre propre contexte. On ne va pas utiliser le contexte par défaut. Donc, dans notre classe contexte, qu'est-ce qu'on va écrire? On va mettre les deux DB7 de nos classes POCO. Donc, qu'est-ce que ça veut dire DB7 en fait? En fait, le rôle d'une DB7, c'est... En fait, DB7, tout d'abord, c'est une collection, c'est une liste. C'est là où on va insérer nos objets avant d'être insérés réellement dans la base. Donc, à chaque fois, on va faire, par exemple, un add ou bien une suppression, ainsi de suite. Donc, c'est sur le DB7, c'est pas directement sur la base. Donc, au moment de l'appel de notre méthode saveChanged, le commit, que là, les données qui existent dans le DB7, bien sûr, seront flashées dans la base. Hein. Ok, donc pour chaque POCO, on doit créer son propre DB7. Donc on va créer les deux DB7, blog et posts. Voilà. Donc tout d'abord, notre classe contexte doit hériter de... Donc voilà, ici nous remarquons qu'il ne connaît pas le DB context ni le DB7, c'est tout à fait normal. Donc il faut importer le bon namespace. Donc il suffit d'écrire using et d'écrire le namespace, ou bien tout simplement il suffit de cliquer sur ça, sur notre petit tiret. Voilà, using system.data.entity, le namespace qu'on a déjà référencé tout à l'heure. Voilà, tout est bon. Un petit CTRL S, voilà. Voilà, on a presque terminé la première partie. Donc, comme vous voyez, c'est très simple. Donc, on va ajouter quelques petites données pour tester. Et on va ensuite exécuter notre application. Donc comme vous voyez ici, dans notre méthode main, donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a instancié notre objet contexte. Donc ensuite, on a créé des objets de type post. Donc ici, ça s'appelle initialiseur d'objets. Donc le principe est simple. Au lieu de faire une instantiation, ensuite d'utiliser le propriété pour alimenter l'objet, il suffit de faire comme ça, var post1 égale new post, d'ouvrir les accolades. Ici, lorsqu'on clique sur CTRL espace, directement, il va afficher toutes les propriétés qui existent dans notre classe post. Donc, c'est comme ça que j'ai, bien sûr, peuplé cet objet. Donc, j'ai créé 3 objets posts. Ensuite, donc, j'ai créé une liste de posts. C'est là où j'ai inséré les posts. Et à la fin, donc, j'ai parcouru cette liste avec notre méthode forEach. C'est une méthode d'extension qui assure le parcours de notre liste. Donc, à l'intérieur j'ai passé comme paramètre une expression lambda. C'est très simple, une expression lambda. Elle est composée de 3 parties. La première partie, ce sont les paramètres. Ensuite, le flash, ça s'appelle goes to. Et à la fin, soit je passe les conditions, soit l'instruction que je vais appliquer. Et là, j'ai passé l'instruction, en fait, c'est... Pour chaque objet, c'est en fait le type de C, puisque je parcours une liste de postes. Donc, c'est un objet post. Voilà. Donc, la première fois, il pointe sur le premier élément. Il va l'insérer dans notre DB7 posts. Ensuite, voilà, il passe à l'objet suivant et il fait la même chose. Donc, c'est comme ça qu'on parcourt notre liste et qu'on insère notre objet par objet. Donc, j'ai refait la même chose exactement avec blog, mais avant juste de créer notre liste blog et de la parcourir, j'ai ajouté les posts au blog, puisque
bloc contient une propriété de navigation qui s'appelle posts, qui contient les posts. Ok? Donc, et à la fin, j'ai appelé, bien sûr, notre méthode save changes. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc cette méthode sert à insérer réellement les éléments qui se trouvent dans notre DB7 dans la base. Voilà, donc maintenant, on va écrire ça. Donc voilà, on va revenir à notre solution. Voilà, dans le programme, dans le projet GUI, c'est ici qu'on va bien sûr instancier notre classe contexte. Mais avant d'instancier notre classe contexte, qu'est-ce qu'il faut faire là? Donc pour pouvoir voir les différentes classes qui se trouvent dans notre projet DAL, il faut ajouter une référence qui pointe sur le projet DAL. Donc on est là, on pointe sur notre projet GUI, bouton droit, ajouter une référence et on pointe sur solution et là on coche DAL. Ok. Donc la dernière étape c'est d'importer le DAL, donc using DAL. Voilà. Donc maintenant je peux voir les classes qui se trouvent dans DAL. Bien sûr, c'est grâce au public. Si je n'ai pas mis le public, par défaut c'est internal. Internal, ça veut dire que je ne peux pas voir le classe que si je suis dans ce namespace. Et moi, je suis dans un namespace différent. C'est le GUI maintenant, c'est pas le DAL. Donc, obligatoirement, je dois mettre mes classes public. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, je dois faire le code donc, que j'étais en train d'expliquer. Donc, tout d'abord, je vais bien sûr instancier le contexte, ainsi de suite. Donc, voilà, mon code, il est prêt là. Donc, la dernière étape avant d'exécuter notre application, c'est de nommer la base de données. Cette étape, bien sûr, elle est optionnelle. Là, on n'est pas obligé de donner un nom à notre base de données. Donc, automatiquement, il va nommer la base comme le nom de projet. OK? Ici, comme vous voyez, hein, par défaut, il va mettre le projet dans l'instance gratuite fournie avec Visual Studio 2012, LocalDB. Donc, si par exemple vous voulez vous voulez créer la base dans d'autres bases de données, dans d'autres, par exemple Oracle ou bien MySQL, il suffit, au lieu de passer le nom dans le constructeur, là, il suffit de passer la connection string complète. Donc, la chaîne de connexion complète. Hein. OK? Donc, pour moi, j'ai déjà la base code first qui existe. Donc, je vais nommer ça autrement. Pour vous, vous allez mettre ça. Hein. OK? Donc, je retourne dans contexte. Donc, ici, je vais créer un constructeur. Donc, setter. Double-clic sur tab. Voilà. Donc, et ce constructeur, donc, il va hériter de... Donc, il va hériter de base. Donc, base. Ensuite, je passe le nom, par exemple, code first, final pour moi. Voilà. C'est bon, donc... Voilà, mon application, elle est prête. Je peux l'exécuter maintenant, normalement. Voilà, donc on va la lancer avec démarrer. Donc voilà, on ne va rien afficher normalement. Ça doit être fermé s'il n'y a pas un problème, bien sûr. Sinon, il va afficher l'exception ici. Hein. Voilà, normalement, tout est bon. On a nos données déjà insérées dans la base. Donc ici, vous remarquez que la base ne figure pas automatiquement. Donc c'est à nous d'ajouter la connexion. Donc ici, on va faire bouton droit actualiser. Ensuite, bouton droit, ajouter une connexion. Hein. On ne va pas faire créer une base. On ne va pas créer une base. La base, on l'a créée déjà via notre application. Maintenant, on va ajouter une connexion pour pouvoir manipuler la base de données. Ici, si vous travaillez avec Visual Studio 2012, vous allez écrire ça, local db
Donc, V11.0. Donc, si vous travaillez avec, bien sûr, ce Visual Studio 2010, ça sera l'instance SQL Express. Hein, c'est pas l'instance LocalDB. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, maintenant, on va voir les bases qui existent là. Voilà. Donc, voilà, comme vous voyez, Code First Final ici. Donc, il suffit de cliquer sur ça, de tester la connexion, c'est bon. Et OK. Je l'ai ajouté normalement, voilà. Donc, ici, notre explorateur de serveur, si vous ne voyez pas ça, il suffit de le trouver dans Affichage. Hein. Ici, normalement, quelque part, voilà, explorateur de serveur. Donc, on va agrandir ça un peu hein, pour pouvoir voir l'étape. Voilà, blog et post. Nous pouvons même voir les données insérées, donc afficher les données. Donc, normalement, on va trouver deux lignes de deux éléments insérés. Voilà, le bloc de Céline et le bloc de Youssouf. Ok, normalement, ici, nous avons 3 lignes. C'est bon, donc c'est bon. La création, elle est faite. L'insertion des données aussi, c'est bon. Donc, on a terminé la première partie. Donc, dans la prochaine partie, on va parler un peu des conventions. Ensuite, on va passer à la partie des configurations. Ok?